première grosse offensive orageuse de l'année aux États-Unis, ce vendredi et samedi. Cela mérite évidemment un excellent décryptage de notre part, d'autant plus que cela va avoir un impact indirect sur la météo européenne cette semaine et même au-delà. Donc vous savez ce qu'il vous reste à faire, les pouces bleus pour améliorer le référencement de cette chaîne et qu'elle soit visionnable par un maximum de monde. Alors, pour analyser ce qui va se passer dans notre météo européenne cette semaine, il est toujours intéressant de regarder ce qui s'est passé outre-Atlantique, vu que notre météo vient essentiellement de l'Ouest, et c'est d'autant plus intéressant que ces derniers jours, eh bien, les États-Unis ont vécu leur première grosse offensive orageuse sévère, et donc cela a clairement un impact indirect sur les grands schémas synoptiques européens. Donc c'est vraiment le premier risque modéré et même high risk. Je rappelle quand même que modéré ne veut pas dire limité, que quand on dit par exemple neige modérée ou forte, eh bien il tombe en général plusieurs centimètres de neige. Donc quand vous avez un risque modéré d'orage sévère aux États-Unis, eh bien cela correspond quand même à l'échelle 4 sur 5 des orages sévères, avec des violentes tornades possibles, des grêlons de plus de 10 centimètres et des rafales de 150 km par heure. Donc ce n'est clairement pas rien. Alors en plus, la superficie du risque modéré occupe quand même plusieurs États et une superficie de 444 000 km², soit l'équivalent de 4/5 du territoire français. S'il vous plaît, imaginez 4/5 du territoire français sous des conditions pareilles. Ce serait tout bonnement dantesque. Et vu que nous sommes plus ou moins au début de la vraie saison des orages sévères aux États-Unis, je vais me permettre de quand même rappeler ce que c'est vraiment dans la phraséologie du Storm Prediction Center, ce que c'est qu'un risque modéré. C'est donc, il y a vraiment des mots bien importants là-dedans, parce que si vous prenez par exemple le risque modéré, donc vous avez high confidence, alors que vous retrouvez aussi dans le niveau 3, c'est vrai, mais dans le niveau 3, vous avez several storms, donc plusieurs orages, alors que vous avez dans le niveau 4, vous avez beaucoup d'orages. Donc ça, c'est quand même important du point de vue de la fréquence des orages. Alors le niveau 5, par exemple, c'est vraiment un outbreak, comme ils disent. Et donc vraiment une grosse offensive, une grosse série d'orages. Et vous avez donc à droite aussi un résumé. Alors par exemple, vous avez, oui, par exemple, how many severe storms are possible, et au début, donc effectivement, on a rien, puis ça glisse progressivement vers la droite. Vous pouvez voir ici avec le niveau 1, et on continue avec le niveau 2, et ainsi de suite avec le niveau 3, pour arriver finalement dans le numerus avec le niveau 4, et alors le niveau 5, c'est vraiment, là, on est dans la fin du diagramme. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est de voir que vous avez dans le niveau 4, similar to intense storms your area may only experience once per year or less. Donc, une fois par an ou moins pour votre zone. Hein, pour votre zone, c'est important. Et le niveau 5, par exemple, c'est once or twice in a lifetime pour votre vie dans votre zone. Donc c'est quand même important de bien signaler cela, et donc relire vraiment les catégories donc d'orages sévères du Storm Prediction Center. C'est tout à fait consultable sur leur site si vous allez donc si vous zonez un petit peu dessus. Et donc c'est quand même important de bien regarder ce que c'est, parce qu'on pourrait encore une fois penser que moderate, modéré en météorologie, c'est pas du tout quelque chose qui est limité, bien au contraire. Alors pour tenter de comprendre tout ceci, eh bien reprenons les cartes d'Alice Avente que j'aime beaucoup utiliser, comme vous pouvez vraiment le constater chaque semaine. Eh bien clairement, vous avez donc cette anomalie dépressionnaire qui est profonde. Vous avez des couleurs violettes, donc vous êtes vraiment dans le bas de l'échelle ici. Alors, c'est vraiment une anomalie statistique, donc avec des sigmas. Si vous êtes à moins 5 sigma environ, ben vous êtes environ à
à moins de 1% d'occurrence statistique à cette époque de l'année. C'est même moins de 1,5%. Donc, ça veut vraiment dire que quand vous êtes vraiment dans la couleur violette, et alors si vous prenez dans le sens inverse, regardez ici par exemple, vous avez une anomalie anticyclonique en rouge presque brun, vous êtes déjà ici à 2-3 sigma, donc c'est déjà relativement élevé, mais l'équivalent ce serait 4-5 sigma, donc quand vous êtes dans le brun quasiment gris, dans le haut là vraiment vous avez une anomalie positive très élevée. L'anomalie anticyclonique par exemple qui est située sur l'est du continent nord-américain n'est pas très élevé, il se situe à 1 sigma, donc on n'est vraiment pas très élevé. Mais entre les deux, vous avez vraiment un courant de jet et vraiment de forts vents qui se sont organisés dans cette zone-là. Et c'est tellement vrai que si on met cette animation en boucle, on peut vraiment constater autour de la dépression qu'il y a effectivement les nuages qui s'organisent, mais vous avez aussi assez nettement du sable qui est transporté sur la partie sud, beaucoup plus sèche, et d'ailleurs des départs de feu ont été enregistrés. Il y avait vraiment un avis de extreme fire, donc de feu extrême, plutôt plus dans l'ouest du côté Oklahoma, à cause de la sécheresse de l'air, et donc combiné à ce vent très très fort, on a enregistré des rafales largement au-delà de 100 km à l'heure, et donc cela a provoqué vraiment cette tempête de sable et ces départs de feu. En tout cas, ceci donnait de sacrés paysages dans la région d'Oklahoma City, comme on peut le voir, bon, une ambiance un peu à la Blade Runner. Alors côté orage sévère et tornade, on a eu droit à un spectacle de tornades jumelles dans l'Arkansas. Comme on peut le voir ici, alors c'est assez net pour la première tornade ici, c'est un peu moins le cas peut-être ici, mais on voit quand même qu'il y a bien 2 cônes, donc c'est enregistré dans l'Arkansas, et évidemment c'était pris de nuit, donc c'est d'autant plus dangereux. Alors il y a eu aussi évidemment l'ineffable Whittimer, donc le grand maître des chasseurs d'orage devant l'Éternel. Pour ce qui est du samedi, eh bien, la situation était encore plus dangereuse. On avait un high risk que vous pouvez noter ici, et en fait le SPC en square miles, alors je le traduis directement en kilomètres carrés, indiquait que cette zone, cette superficie de high risk représentait plus de 100 000 kilomètres carrés. C'est quand même plus de 3 fois l'équivalent de plus de 3 fois la superficie de la Belgique en high risk, donc avec un risque vraiment extrême de longues tornades très dangereuses, de très grosses grêles, de rafales à plus de 100 km à l'heure, etc., etc. Je vous laisse imaginer quand même la situation. Alors, le plus impressionnant, ce n'est pas qu'ils aient délivré un high risk au SPC, cela arrive de temps en temps, mais le plus impressionnant, c'est qu'il ait délivré le day 2, pas le jour même de l'offensive, qui est le day 1, mais donc la veille. Alors, il y a toujours un facteur d'incertitude qui fait qu'on ne va pas délivrer le high risk le jour même, on attend toujours un petit peu, entre guillemets, au dernier moment, mais c'est là où on estime qu'on peut le délivrer à la veille, c'est que les paramètres de certitude et donc d'intensité sont quand même particulièrement dangereux, et le SPC signale que c'est seulement la 3e fois depuis au moins 2006, et ils insistent sur le fait qu'ils peuvent facilement donc aller revoir leurs enregistrements, et c'est probablement la 3e fois dans l'histoire du SPC, et il faut quand même signaler que les 2 premières fois c'était en avril. Ici nous sommes en mars, où c'est quand même pas, on est au début clairement de la saison des orages sévères donc aux États-Unis, mais on n'est pas encore au milieu. Donc le fait de délivrer ça en mars, c'est encore plus incroyable, et cela souligne vraiment la dangerosité de la situation. Et ceci s'explique relativement bien, notamment avec un paramètre, on pourra en analyser d'autres, mais ça prendrait vraiment trop de temps. C'est, encore une fois, j'ai bien utilisé le paramètre
donc de l'anomalie d'eau précipitable avec la déviation standard, et on voit que dans la partie sud, alors c'est encore plus élevé au Canada où ils ont même prévu de la pluie verglaçante, mais vraiment du côté du Mississippi, de l'Alabama, on se situe quand même plus ou moins à un sigma 3, donc c'est quand même assez important. Mais il y a encore un autre paramètre qui permet de mieux comprendre ce qu'il s'est passé. Ce paramètre, alors il est à mettre en lien bien évidemment avec l'anomalie d'eau précipitable. Il s'agit du point de rosée. Vous voyez que vraiment du côté du Mississippi, de l'Alabama, on est à 20, 21, 22 de points de rosée, avec aussi de l'air vraiment froid et sec qui s'engage derrière. Donc le contraste, mais aussi la moiteur organisée, donc enregistrée dans cette zone-là, est évidemment démentiel. On est quand même encore une fois en mars, on a beau être au bord du golfe du Mexique, 22 points de rosée, ça montre vraiment l'humidité, la chaleur et la moiteur enregistrées dans cette zone-là. Et si vous mettrez ça en relation avec vraiment l'invasion d'air froid et sec derrière et tout le cisaillement et tout le reste, aussi, comme je l'ai signalé hier, le vent donc en altitude qui circule à quasiment 200 km par heure, le courant jet, on peut comprendre évidemment que la situation est particulièrement dangereuse. Situation particulièrement dangereuse, c'est pas juste trois mots collés, c'est une vraie déclaration d'urgence qui est issue par donc le Storm Prediction Center pour vraiment bien alerter la population, donc dans des situations vraiment rares avec des tornades donc de longue durée et vraiment intenses qui sont tout à fait probables. Donc on le voit ici encore avec aussi des vents linéaires, straight lines, qui sont exceptionnellement intenses. Donc quand le SPC délivre vraiment cette alerte-là, il faut vraiment être très prudent. En tout cas, les deux offensives donc de vendredi et samedi ont été prévues respectivement à 6 et 7 jours d'avance par le SPC. Donc c'est encore une magnifique prévision donc qui a pu quand même éviter des dégâts, des morts, même s'il y en a eu évidemment quelques-uns. On voit ici un résumé des tornades, donc un rapport des tornades. On voit très très bien que ça s'est décalé depuis la région plus ou moins du Missouri vers la Dixie Valley, donc avec un maximum de tornades dans l'état du Mississippi. Et à propos de Mississippi, je vous laisse avec la vue d'un drone pris justement donc dans l'état du Mississippi à Tylerton. Cela se passe de commentaires. Maintenant, temps d'analyser l'impact indirect de cet épisode tornadique aux États-Unis sur la météo européenne en prenant la carte d'Alicia Bentley. Et donc, vous pouvez observer ici la zone de l'épisode donc tornadique. Vous avez le continent européen ici, donc vous avez le continent américain qui est ici. Et ce qu'on peut constater, ces deux éléments, ce sont les barbules rouges qu'on peut notamment voir ici. Les barbules rouges, ce sont les ascendances. Donc évidemment, comme vous avez eu des orages très puissants, tout ce qui va avec l'énergie, la cape, la dynamique, eh bien donc les ascendances ont été très fortes. Et ces ascendances, donc l'humidité, la chaleur, provoquent un dégagement de chaleur latente que l'on peut voir avec les flèches noires. Alors je vais un petit peu de nouveau mettre un petit peu nettoyer tout ça et pour vous montrer un petit peu mieux donc les flèches. Donc les flèches noires qu'on voit ici, donc qui sont dégagées, et ces flèches noires ont tendance à venir amplifier le courant jet qui sort de Terre-Neuve, et on peut voir qu'il commence à s'amplifier ainsi. Donc on a bien évidemment déjà l'anticyclone en régime NAO- qui se situe du côté de l'Islande, dans le nord Atlantique, mais on peut comprendre qu'il y a une amplification du courant jet qui démarre donc du côté de Terre-Neuve, et cela va impulser le creusement donc d'une dépression du côté des Açores, et puis en arrivée à l'ouest de la péninsule ibérique, on va aussi en parler, et tout ceci va repositionner évidemment l'anticyclone plus vers le continent européen.
on va le voir directement. Donc, si on regarde l'animation, zoom hémisphère nord, hein, vous avez donc ici vous avez l'Amérique du Nord, vous avez l'Europe ici, et ce qu'on constate simplement, c'est que donc à l'avant de la dépression qui a provoqué donc cette offensive orageuse, eh bien donc nous avons l'anticyclone qui se développe sur Terre-Neuve et par un fait en aval ici vous avez la dépression qui s'enfonce donc vers la péninsule ibérique et donc à l'avant vous avez le redressement de l'autre pression. Donc on part de régime NA- à un régime plutôt blocage anticyclonique mais un peu hybride NAO+, mais qui a plutôt une typologie estivale, donc Atlantic Low, avec la dépression sur la péninsule ibérique. Donc on a un blocage qui s'organise vraiment sur l'Europe l'Europe occidentale et sur l'Europe continentale. Et donc un blocage assez puissant d'ailleurs. Ce blocage a une forme tout à fait particulière que les puristes connaissent très très bien. Vous avez ici la forme de l'anticyclone. Et donc ça a la forme de la lettre oméga, et c'est pour ça que les météorologistes parlent de blocage oméga, donc avec ce centre anticyclonique plutôt donc sur l'Europe centrale, et de part et d'autre vous avez l'enfoncement de creux d'altitude. Donc le Portugal, la péninsule ibérique vont être bien mouillés. Mais ce qui est pas mal aussi, c'est que les Turcs, tout ce qui est grec, turc, etc., sur Europe du Sud-Est et puis Moyen-Orient qui pour l'instant enregistre un appel d'air chaud. Il fait plus de 30 degrés à certains endroits. Je rappelle qu'on est quand même à la mi-mars. Eh bien, cette poussée chaude pour la saison, très chaude pour la saison, va être remplacée dans le courant de la semaine prochaine par une descente froide sur donc le flanc oriental de cet anticyclone. Mais donc en péninsule ibérique et surtout au Portugal, mais aussi dans les massifs espagnols, eh bien, on va vraiment avoir beaucoup de pluie. Et ici, vous avez la prévision du modèle ensembliste pour ce qu'on appelle l'Extreme Forecast Index. Donc, c'est disponible sur le site du modèle européen, ecmwf.int. Et donc, là, vous êtes dans la prévision donc à 99 quantiles. Donc, le quantile 99, c'est-à-dire que vous avez seulement 1% des occurrences statistiques de cette époque et qui se retrouve donc dans cette prévision. Et en plus, vous avez ici l'échelle 0,8, 0,9 et 1, et on considère que si vous êtes au-delà de 0,8, eh bien, vous avez quand même une assez forte probabilité d'avoir un type de temps très rare, donc qu'on appelle un temps extrême. Et donc les couleurs orangées que vous avez vraiment ici, eh bien, représentent bien cette probabilité d'avoir un temps extrême. Donc vous pouvez constater, c'est vraiment sur les côtes ouest de la péninsule ibérique, et puis tout ceci peut progresser ensuite vers les massifs espagnols. Donc tout l'ouest de la péninsule ibérique. Donc pour cette période, j'avais oublié de préciser la période de 72 à 144 heures, c'est-à-dire donc de 3 à 6 jours, eh bien, va enregistrer vraiment un temps très très mauvais. Et c'est quelque chose d'ailleurs qu'on va pouvoir observer aussi avec les cartes simples de cumul de précipitations. Donc ces cartes de cumul de précipitations jusque dimanche 23 mars à 19h, vous voyez que là, on est clairement dans la plage grise, donc au-delà de 100 mm, et vous avez même des zones au nord-ouest de Madrid, dans les massifs, qui sont au-delà, mais c'est une zone quand même assez large, où vous avez 100 mm ou plus, vous avez potentiellement certaines côtes, évidemment, les sorties des modèles varient encore un petit peu, nous sommes parfois à une prévision de un jour, mais c'est quand même, le Portugal n'est clairement pas habitué à avoir des cumuls de précipitations de 100 mm ou plus, d'autant plus que ce n'est pas la première fois ces dernières semaines qu'il pleut quand même pas mal dans cette région-là de l'Europe, donc ça risque vraiment de faire mal. Et du centre du blocage oméga, donc plus vers l'Europe centrale, eh bien, vendredi pourrait être vraiment bien la journée la plus douce, donc on est quand même à des plages de 17, 18, 19 degrés dans cette zone-ci. Bon, c'est quand même
plusieurs degrés au-dessus des normales sans être véritablement exceptionnel, comme on l'a vécu plutôt dans le mois de mars. Voilà, on a atteint ou dépassé les 20 degrés quand même. Donc là, on sera peut-être tout juste à 20 degrés dans certaines zones, mais on sera quand même déjà le vendredi 21 mars. Enfin, le 20 mars, c'est l'équinoxe de printemps. Donc on se rapproche déjà tout doucement d'avril. Donc l'exceptionnalité ou la normalité sera quand même moindre par rapport à d'autres épisodes du début du printemps météorologique. J'insiste encore une fois là-dessus. Si nous prenons les choses à plus longue échéance, donc le lundi 24 mars, eh bien, on peut constater que la dépression ibérique tente de s'infiltrer par le sud-ouest de l'Europe, mais vous avez toujours le blocage anticyclonique ici. Et le problème, c'est que vous avez d'autres dépressions qui arrivent sur le continent américain, sous Terre-Neuve, et cela impulse d'autres crêtes anticycloniques plutôt atlantiques, mais donc il peut y avoir jonction de deux anticyclones par le nord de la dépression ibérique, et donc il y a quand même encore pas mal d'incertitudes sur une véritable dégradation du temps. Effectivement, par le sud-ouest de la France, cela peut se dégrader, mais est-ce que cela va vraiment se propager vers le reste du continent européen? Eh bien, rien n'est moins sûr. Pour terminer, si on regarde le diagramme de prévision des régimes de temps par l'ensembliste du modèle européen, on peut voir effectivement, on a ce mélange NAO+, mais plutôt Atlantic Low, blocage donc quasiment jusqu'à la fin du mois. Et puis bon, le blocage anticyclonique, donc cette jonction de la crête atlantique et du blocage européen par le nord de la dépression ibérique tend quand même à vouloir se manifester. C'est pas encore totalement certain, mais on pourrait entrer vraiment jusqu'en avril avec cette prédominance quand même du régime anticyclonique européen, avec un possible entaillement partiel par le sud-ouest du continent. Mais cet entaillement n'est absolument pas tout à fait probable de vouloir se propager vers le nord-est, donc vers vraiment le Benelux et plus vers l'Allemagne. Donc rien n'indique vraiment qu'une vraie dégradation du temps plus structurée sur le continent européen. Il faudra maintenant évaluer avec ce qui vient par l'ouest, comme je viens de vous l'expliquer en long et en large. Eh bien, ce qui se passe quand même sur le continent nord-américain aura vraiment son influence sur le temps de la toute fin mars et vraiment le début avril. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Encore une fois, n'oubliez pas les pouces bleus, les abonnements avec les clochettes, les commentaires, les partages. Et puis aussi, si vous êtes seulement abonné sur la chaîne YouTube, n'oubliez pas que vous avez le compte X et puis aussi le compte Tipeee pour nous aider à financer l'achat d'un matériel plus professionnel. En tout cas, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour le décryptage météo numéro 16.